Êtes-vous des obsédés de la chose? En parlez-vous tous les jours, à tout le monde? Y pensez-vous tout le temps? Le matin, en vous rasant, l'après-midi à la machine à café? Force est de constater que vous n'êtes pas seul. Ces derniers mois, la question juive est en effet partout. Qui aurait pensé qu'elle s'inviterait à la cérémonie d'investiture de Donald Trump grâce ou à cause du geste d'un milliardaire trop exalté? Pour parler de cette obsession, je reçois Guillaume Erner. Bonjour. Bonjour Steve Jourdain. On vous retrouve tous les jours aux manettes de la matinale de France Culture. Vous êtes aussi sociologue, auteur de plusieurs livres. Vous signez Judéo-Obsession aux éditions Flammarion. En fait, vous faites votre coming out, en quelque sorte, Guillaume. Vous sortez du closet. Vous avouez être vous aussi obsédé, touché par cette, je cite, nouvelle maladie mentale qui touche toute une société. Quelle est cette maladie mentale exactement ? La judéo-obsession, comme vous l'avez dit, c'est une maladie que j'ai inventée, mais je crois qu'il y a beaucoup de patients qui en sont atteints. C'est très simple, ça consiste à ne penser qu'aux juifs. Alors, bon, je commence par un aveu, effectivement, parce que sinon, tous ceux qui me connaissent un peu l'auraient dit. Le premier obsédé par les juifs, c'est moi. Je suis né dans une famille juive qui ne parlait que de juifs, et plus précisément encore de juifs morts, puisque je n'étais entouré non pas par des vivants, mais par des survivants. Donc, j'avoue tout cela. Mais ce qui est plus préoccupant à mon avis, c'est que la société dans laquelle nous vivons, donc la société française, est une société qui a été prise de judéo-obsession, et ce, avant même le 7 octobre, puisque depuis le 7 octobre, on pourrait à la limite le comprendre. Non, en fait, la maladie s'est déclarée à une date antérieure. Je ne sais pas exactement quand. Pour moi, si vous voulez, la prise de conscience du mal, elle est apparue pendant l'épisode des Gilets jaunes, où là, si ma mémoire est bonne, les Gilets jaunes protestaient contre une taxe sur le diesel, donc pas du tout un sujet rabbinique. Et pourtant, à cette époque-là, on a pu voir naître toute une série de propos pour savoir si, lorsque certains Gilets jaunes demandaient à Alain Finkielkraut de retourner à Tel Aviv, on avait offert ou non à de l'antisémitisme. Bref, un certain nombre d'épisodes où les Juifs sont devenus centraux. On va revenir sur cet épisode, effectivement, mais j'aimerais qu'on parle un peu du fond, peut-être pas du fond, mais de la manière par laquelle vous entrez dans ce livre. Vous dites « je », c'est une manière d'autobiographie, pas complètement, mais quand même. Et vous avouez que vous êtes un peu un cliché, Guillaume. Vous le dites vous-même, famille stéréotypée, 100% ashkénaze, 100% de gauche, 100% dans le schmattès. Est-ce que vous pouvez nous dresser un peu le portrait de cette famille dans laquelle vous êtes né ? Oui, c'est vrai qu'il faut qu'on parle à tout le monde, y compris aux séfarades, Steve. Donc, effectivement, ma famille était dans le textile. Aussi loin qu'on puisse remonter, on remonte pas très loin, mais aussi loin qu'on puisse remonter, ce sont des gens qui ont vécu grâce à la machine à coudre, ce qui m'a toujours étonné parce que, si vous voulez, c'était des gens qui n'étaient pas particulièrement légers. Vous savez, on pense à la mode, les rubans, les froufrous, et c'était pas vraiment leur genre. C'était plutôt des gens sérieux, voire graves, qui étaient tous en deuil, qui ont connu la misère. Vous le dites, qui ont connu la misère, alors ils ont connu la pauvreté en France. Bon, ça c'était quelque chose de classique chez les migrants encore aujourd'hui, et ils ont connu la misère pendant la guerre, puisque pendant la guerre ils ont perdu tout moyen de subsistance, ils n'avaient pas d'économie et donc ils ne pouvaient pas les dépenser, et donc là vraiment ils ont connu un dénuement extrême, la faim, le froid, des phénomènes qui me sont proches historiquement et très éloignés évidemment existentiellement. Mais effectivement, j'ai décidé de parler à la première personne. Je n'ai jamais caché que j'étais juif, y compris dans mes activités journalistiques, parce que je n'ai pas de raison de le cacher. Mais cette identité m'a été renvoyée à la figure depuis le 7 octobre, ce qui est, je dois dire, un cas sans précédent dans mon expérience du journalisme. Le communisme a occupé une place importante aussi dans votre famille. C'est une famille de gauche, juive de gauche, oui, militante, engagée. Plus que de gauche, je cite Léopold Trepper, qui était donc l'instigateur, l'organisateur de l'Orchestre Rouge, un réseau d'espionnage principalement juif contre l'Allemagne nazie. Et Trepper disait qu'il était communiste parce qu'il était juif. C'était comme ça dans ma famille.
ils étaient communistes, ils le sont restés, mais alors attention, c'était des communistes pragmatiques, c'est-à-dire que mon grand-père qui a fait la révolution russe a quand même assez vite compris que il était préférable de ne pas rester trop près de Staline. Et donc, il est venu en France, tous les miens sont venus en France, je dis tous les miens, mais en fait, toute la famille qui est restée en Pologne, et elle était nombreuse, a été avalée par la Shoah. Et vous dites que ce sont ces racines familiales, d'une certaine manière, qui ont fait de vous un judéo-obsédé presque par naissance. Vous dites, je suis judéo-obsédé depuis mes 2-3 ans, parce qu'on parlait beaucoup de cette question, j'imagine, aussi à la maison. On parlait que de ça. On parlait que de ça, mais... Il n'y avait pas de tabou de cette période non, de je sais qu'il y a des familles, Bien au sûr. contraire, où on n'en parlait pas, au contraire, où on a francisé son nom, on a voulu... Pas du tout. Dans ma famille, c'était au contraire une ligne assez... alors vraiment, à cet égard, je serais très humble. Je ne sais pas du tout comment j'aurais réagi à la place de mes parents. Ce que je sais, c'est qu'on m'a au contraire abreuvé, voire saturé d'histoire. De ce point de vue-là, j'ai été très vite mise au courant des choses. Et l'autre dimension qui était singulière dans ma famille, c'est que ces gens-là ne voyaient que des juifs. On peut le déplorer, mais bon, je suis bien obligé de le constater. Et c'est pourquoi il m'a fallu quelque temps pour réaliser qu'en fait, ce que je vivais n'était pas normal. C'est-à-dire que tous les enfants n'avaient pas des parents qui s'étaient cachés pendant la guerre. Il y avait même des gens en France pour qui la Seconde Guerre mondiale était un épisode, certes, important, mais pas dramatique. La vraie guerre, c'était la Première Guerre mondiale. Bref, j'ai fait ces découvertes. J'ai fait la découverte que Notre-Dame n'était pas à moi, que dans ma famille, on n'allait pas prier à Notre-Dame, ce qui m'a rendu triste, parce que c'est un joli édifice, Notre-Dame. Et c'est un peu ça que je raconte dans ce livre. Et c'est ce qui vous entraîne aussi à faire une thèse à la Sorbonne sur l'antisémitisme, et on vient vraiment au cœur de votre livre, parce que vous êtes sociologue de l'antisémitisme, et vous vulgarisez, d'une certaine manière, vous me dites si je me trompe, vous vulgarisez votre recherche, et vous faites le récit du basculement de la perception des Juifs en France. Comment les Juifs sont-ils passés de marginaux à dominateur? C'est un peu ça, le cœur de votre réflexion? Oui, c'est-à-dire que je me suis dit, si vous voulez, depuis le 7 octobre, la résurgence de l'antisémitisme, c'est quelque chose d'évident, et je me suis dit, mais en fait, il y a quelqu'un qui connaît bien cette histoire-là, pour l'avoir étudiée et enseignée, c'est moi. Et donc, je me suis dit qu'il fallait faire sous une forme effectivement pédagogique, brève, une histoire de l'antisémitisme depuis l'Antiquité. Et j'essaye de poser quelques jalons de cette histoire. Le mot antisémitisme est un mot qu'il vaut mieux d'ailleurs mettre de côté, puisque si on prend en fait 2000 ans d'histoire, on se rend bien compte qu'on n'a pas affaire à un phénomène unique. Lorsqu'on parle d'antisémitisme, on songe souvent à la période moderne, et à cet égard, c'est une forme de parenthèse, notamment l'antisémitisme nazi. En revanche, auparavant, il y a eu l'antijudaïsme, il y a eu l'opposition des Hébreux à d'autres peuples. Et ce que nous vivons aujourd'hui est encore une forme un peu différente de ce que nos ancêtres ont vécu. Alors comment vous qualifiez précisément ce que vous appelez cette judéo-obsession contemporaine? Qu'est-ce qui fait sa spécificité? Je pense que la période actuelle, notamment parce que vous et moi, nous sommes journalistes, on se rend bien compte que le mot juif est un mot qui touche en plein aux zones érogènes de la conscience collective. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'excitation trouble. C'est pour ça qu'il faut parler de judéo-obsession, y compris, si vous voulez, dans ce que cela peut avoir de plus charnel, parce que il y a une forme de jubilation à évoquer la question juive. Il faut voir de quelle manière beaucoup de politiques, souvent de la France insoumise, mais pas uniquement, je crois que Dominique de Villepin n'est pas encore à la France insoumise, se sont emparés de la question israélo-palestinienne en racontant n'importe quoi, qu'on ne pouvait pas critiquer Israël, alors que on le fait régulièrement. Personne ne s'en est privé, et c'est tant mieux d'ailleurs, que Gaza était passé sous silence, alors que vous et moi, on lance des journaux. Moi, je lance 4 journaux par jour. Les 4 journaux débutaient par Gaza. Enfin bref, toute une série de contre-vérités flagrantes qui étaient, à mon avis, des choses qui leur parlent au tréfonds de leur être. Il y a vraiment quelque chose de quasiment
inconscient ou métaconscient dans cette obsession-là. C'est ça que vous lancez le défi de compter le nombre de jours dans lesquels le mot juif apparaît dans l'actualité. Très vite, vous laissez tomber. Je laissais tomber. Ce défi. Et vous vous rendez compte surtout que ce mot est utilisé dans des contextes qui n'ont rien à voir avec le judaïsme ou la question juive. C'est un peu ça. C'est exactement ce qui s'est passé hier avant-hier d'ailleurs avec Elon Musk. Cet homme, alors là aussi, si vous voulez, je peux pas sonder les reins et les cœurs. Je sais pas du tout qui est cet homme. Je sais pas ce qu'il pense. Et à la limite, je m'en fiche. Son geste, s'il ne sait pas que ce geste-là peut être mal interprété, je peux plus rien faire pour lui. Et donc, vous voyez que dans des domaines où ce geste, ces référents, parce qu'il y a tout le champ lexical, hein, il n'est pas utile de prononcer le mot juif pour parler de juif. On peut parler de sionistes, de génocidaires, on peut parler d'Alain Finkielkraut, de Rothschild, d'Attali, de Minck ou de Bernard-Henri Lévy. Enfin, vous voyez, il y a toutes sortes de synonymes ou de manières détournées de parler de juifs sans prononcer le mot. Et selon vous, ça s'explique comment? Cette judéo-obsession s'explique comment? La judéo-obsession contemporaine? Alors, la judéo-obsession contemporaine, ce qui m'intéresse beaucoup, si vous voulez, c'est qu'elle est d'abord au confluent d'un grand nombre de dimensions qui sont des dimensions très différentes les unes des autres. Et il y a une dimension qui est évidemment liée au conflit du Proche-Orient, avec une identification de beaucoup à la cause palestinienne. Parmi ces personnes qui s'identifient, il y a beaucoup de musulmans qui considèrent qu'il y a une égalité, mais pas uniquement une égalité d'équation ou d'identité. Il y a aussi une partie de l'anticapitalisme qui associe les juifs au capitalisme et donc aux forces libérales. En fait, vous trouvez tout. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que les juifs, c'est comme un test de Rorschach. C'est-à-dire que je cite l'une des personnes qui me fascine littéralement, qui est Andreas Malm. Alors, c'est un théoricien écologiste radical qui est, par exemple, l'un des héros d'Extinction Rébellion. J'espère qu'Extinction Rébellion l'a mal lu. Parce qu'en fait, lorsqu'on lit Malm, on se rend compte, par exemple, qu'il dit qu'au XIXe siècle, il y a deux événements catastrophiques. Il y a les mines de charbon à la surface. Bon, on comprend pourquoi un écologiste s'en émeut. Et puis, la création de l'idée sioniste. Et alors, pourquoi la création de l'idée sioniste? Eh bien, parce qu'il dit que, finalement, le complot, si vous voulez, le grand complot de l'Occident, c'est de mettre des Juifs dans ce pays pour contrôler la région qui est riche en matière pétrolifère. Et donc, il faut voir quel niveau de délire on doit atteindre pour... Et cet individu s'est réjoui d'ailleurs après le 7 octobre des attentats. Il s'est réjoui, il a dit qu'il éprouvait de la jubilation. Donc je pense que sur son cas personnel, là pour le coup, il n'y a pas vraiment de malentendu ou de quiproquo possible. Mais si vous voulez, là où ça m'entraîne, c'est qu'en fait, vous savez, les écologistes parlent par exemple d'anthropocène pour... considérer que depuis que l'homme agit sur la planète, c'est la catastrophe. Eh bien, moi, je pense que cet homme a inventé la judéocène. C'est-à-dire le moment où les Juifs produisent la catastrophe absolue, puisque c'est quand même pas rien. C'est-à-dire qu'il accuse les Juifs d'être responsables du réchauffement climatique, rien de moins. Donc, à ce niveau-là, je ne sais pas ce qui nous sera épargné. Je vais vous poser une question qui concerne aussi la politique actuelle. On reviendra peut-être sur le Rassemblement national, la France insoumise, voire même notre président. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une obsession envers les musulmans? Certains pourraient vous répondre, il y a une obsession des Juifs, effectivement, mais est-ce qu'il n'y a pas une obsession aussi d'autres minorités, comme les musulmans, comme voilà, on pourrait en citer d'autres? Évidemment, obsession des minorités, des musulmans, obsession des trans, puisque il faut voir le discours de Trump à cet égard. Si vous voulez, ce qu'il ne faut pas, et je pense que l'un des pièges qui nous est tendu, c'est de hiérarchiser les victimes et les cibles. Donc l'idée ne consiste pas du tout à dire que les juifs sont plus discriminés que les musulmans ou les personnes trans. En réalité, chacun remplit un rôle. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de comprendre le rôle que les juifs remplissent. Lorsque vous appelez Erner, vous n'avez pas de problème pour passer un feu rouge, pour avoir ce type d'expérience. Je n'ai pas les mêmes soucis avec la police que les jeunes musulmans, c'est évident. Il y a en revanche d'autres faits qui sont opposés aux juifs, qui rendent leur vie difficile, et ces faits, eh bien,
concerne ou bien les juifs visibles, et ça c'est particulièrement clair, ou bien donc une forme de construction globale, de métaphysique antisémite qui, elle, aujourd'hui, est pleinement opérante. Sur justement cette obsession des juifs et le rôle qu'ils jouent peut-être dans le système politique, vous dites effectivement la France insoumise est obsédée par les juifs, le RN aussi, mais d'une façon un peu différente aujourd'hui, et Emmanuel Macron est lui aussi d'une certaine manière obsédé, en tout cas il se sert des juifs pour atteindre certains objectifs politiques. Comment vous expliquez que les juifs soient devenus un objet comme ça dans le champ politique actuel? D'abord parce que vous êtes en France et que la culture politique française s'est construite sur une affaire, l'affaire Dreyfus. C'est pas rien. C'est-à-dire que la gauche et la droite se sont en quelque sorte constituées sur le procès d'un juif. Je crois qu'il était innocent, mais il faudrait vérifier à cet égard. Donc, vous êtes déjà dans un pays qui n'est pas n'importe quel pays à cet égard. Par ailleurs, il y a, ça c'est une évidence, pas la peine de le répéter, une importante communauté juive, une importante communauté musulmane. Mais en réalité, les juifs ne constituent pas la troisième religion de France. La troisième religion, ce sont les bouddhistes. Il y a 1 million de bouddhistes en France. Personne n'en parle. Tant mieux pour les bouddhistes d'ailleurs, mais c'est quand même quelque chose d'absolument inouï. On a décidé de faire de la politique sur les juifs. La France insoumise, ça se passe de commentaires. Ils ont fait toute leur campagne des européennes sur un sujet qui n'était ni européen, ni particulièrement de gauche. Le Rassemblement national a décidé de rétro-pédaler parce qu'il avait très bien compris que la meilleure... comme le principal bouclier de la communauté juive de France. Voilà, donc une dédiabolisation radicale en devenant philosémite. Moi, j'ai toujours considéré que le philosémitisme était aussi suspect et aussi problématique que l'antisémitisme. Et puis, le troisième groupe, c'est notre camarade président, Emmanuel Macron, qui, lui, a fait ce qu'il sait faire, c'est-à-dire osciller entre deux positions strictement contradictoires, étant un jour décidé à lancer une coalition internationale contre le Hamas, et l'autre jour en train d'expliquer que Israël était une création factice de l'ONU. Justement, peut-être qu'on peut parler à présent du 7 octobre que vous avez vécu de manière très intime, très personnelle. Il y a évidemment les événements qui se passent en Israël et à Gaza à ce moment-là, mais c'est aussi un moment pendant lequel votre amie, une amie à vous, est à l'hôpital et il se passe un drame et vous vivez ce moment dans votre chair et vous le racontez très bien d'ailleurs dans ce livre. Oui, donc ça fait partie effectivement des scènes, vous savez, on parle de la mémoire flash, où vous étiez lorsque vous avez appris que... Donc, moi j'étais à l'hôpital dans un service de soins palliatifs, rendant visite à une amie, c'était la dernière visite que je lui ai rendue puisqu'elle est morte le lendemain au petit matin. Et j'avoue que j'étais aussi incapable de comprendre l'état de mon amie. Bon, soins palliatifs, ça permet de savoir à peu près où on en est. Mais j'avais du mal à y croire lorsque les premières alertes sont arrivées sur mon téléphone portable concernant ce qui se passait en Israël. Je n'ai pas très bien compris, c'est-à-dire que je me suis dit que c'était encore un échange. Bon, une requête qui partait, on a déjà connu, voilà. Et c'est seulement après quelques heures que j'ai compris que ça n'était pas un simple échange de requêtes et qu'on allait être dans autre chose que le ballet classique que nous avions déjà connu auparavant. Et là, malheureusement, j'ai eu une vision assez claire de ce qui allait se produire. Une période de compassion très courte et ensuite une riposte terrible qui allait être accompagnée d'un discours extrêmement hostile, non seulement à Israël, non seulement au gouvernement israélien, dont j'accepte évidemment la critique, mais aux Juifs dans le confusionnisme le plus absolu, c'est-à-dire que des termes... Vous mesuriez l'ampleur que ça allait prendre à ce moment-là ? Je ne veux pas passer pour un prophète absolu, mais disons que ma peur était fondée, elle n'a pas été démentie. Vous dites depuis le 7 octobre, on assiste à un antisionisme transcendantal, je crois que la formule est d'Eva Illouz. Vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Eva Illouz dit antisionisme transcendantal, elle dit aussi antisionisme vertueux. C'est-à-dire, il faut voir quand même ce qui s'est passé avec Dominique de Villepin. Dominique de Villepin est un homme politique admirable qui a mené une politique de droite, c'est son droit le plus absolu, avec notamment un SMIC jeune qui a été, je crois, l'un des plus beaux moments de manifestation populaire. Et cet homme a réussi
à redevenir populaire au point de se penser comme présidentiable et d'être adoubé par un grand nombre d'hommes de gauche uniquement en critiquant Une interview à Mediapart, notamment violemment, récemment, uniquement en critiquant violemment Israël, en disant des choses encore une fois fausses, puisque je ne sais pas qui en France est empêché de critiquer Israël. Moi-même, comme de nombreux juifs, j'ai toujours eu les critiques les plus vives et les plus radicales contre Benjamin Netanyahou, qui bien sûr ont été largement validées par la terrible manière dont il a géré le 7 octobre et l'après 7 octobre. Et donc cet homme, aujourd'hui, est devenu un présidentiable parce qu'il a réussi à construire un discours hostile à Israël. Voilà exactement où nous en sommes. Et où nous en sommes, ça m'amène à la fin de votre livre. Vous vous posez la question du départ des Juifs de France. Les Juifs ont un avenir en France, selon vous? Écoutez, moi, je n'ai pas de croyance en la matière. J'ai une remarque fondée uniquement sur la démographie. Avant, il y avait des Juifs dans les pays arabes, il n'y en a plus un seul. 1 million sont partis, on n'en parle pas. C'est pourtant l'une des choses les plus terribles du XXe siècle. Il y a eu la Shoah, sur laquelle il est inutile de revenir. Moralité, aujourd'hui, il y a 2 communautés juives principales, une en Israël, une aux États-Unis. Il reste 750 000 Juifs en Europe. C'est une communauté résiduelle, comme dit l'autre. Et cette communauté résiduelle, plusieurs fois par jour, elle se dit qu'elle va quitter l'Europe. Tous ne le quittent pas, parce que voilà, il y a la vie, c'est compliqué, etc. Mais je mets au défi un juif de me regarder dans les yeux et de dire qu'il n'a jamais songé à partir ou qu'il n'a jamais songé à faire partir ses enfants. Vous avez songé à partir? Bien sûr. Et mais vous avez un attachement peut-être à la France qui dépasse votre envie de partir. Je suis pleinement français. Et vous le dites plusieurs fois d'ailleurs dans le livre. Terriblement français, il n'y a pas de souci. Mais par exemple, mon fils veut aller faire ses études aux États-Unis. Je ne peux pas lui donner tort. Mon cousin est parti en Israël. Mon cousin est un juif religieux, donc avec des signes visibles. Sa vie était impossible en France. Donc beaucoup de pessimisme, si je résume votre pensée, beaucoup de pessimisme sur les Juifs en France. Oui, à ceci près que j'ai peur que ce soit un constat de fait et pas un jugement de valeur, si vous voulez, qu'il soit corroboré par un certain nombre de signes qui sont des signes indéniables. Peut-être pour terminer, est-ce qu'on peut dire que vous revendiquez une certaine neutralité vis-à-vis des Juifs et vis-à-vis d'Israël dans le débat public aujourd'hui? J'aimerais de l'indifférence. Je crois qu'on a malheureusement conquis à notre détriment le droit à la différence, ça, c'est indéniable. Ce serait bien que nous ayons le droit à l'indifférence et qu'on ne mélange pas tout. C'est-à-dire que vous êtes, nous sommes aussi peu responsables de ce qui se passe à Gaza que je le suis de ce qui se passe au Soudan, où il y a d'ailleurs une guerre terrible dont personne ne parle, qui a fait 150 000 morts. Et sur France Culture, on en parle. C'est ce droit. Ouais. France Culture, on en parle, j'essaye d'en parler, demain on parlera des Ouïghours, mais vous voyez, ce sont tous ces conflits. Les Ouïghours, on a affaire à des crimes contre l'humanité de manière évidente, personne n'en parle, pourtant ce sont des musulmans, mais on préfère s'intéresser à ce qui se passe en Israël. On préfère s'intéresser aux Judéo-obsessions. Merci beaucoup, merci Guillaume Steve Jourdain. Je rappelle le nom de votre livre, Judéo-obsession, c'est à retrouver chez Flammarion. Merci beaucoup, Guillaume.